Alors, là, du coup, j'ai pas anticipé. En fait, je vois que le temps passe, c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être important quand même qu'on te laisse le temps de présenter Voilà. Oui, cette oui, parce que, alors, on va première passer partie. à la dernière partie. Alors, cette dernière partie, j'ai un peu développé à la demande des participants au premier volet, la climat, hydrologie, et les mêmes introductifs, c'est l'articulation entre les différents volets. Donc, c'est pour vous. L'idée, c'est que vous compreniez un peu la mécanique. Donc, ça fait un peu recette de cuisine sous certains aspects. Ce sont éventuellement des propositions. Voilà, c'est pour vous faire aussi mieux comprendre comment s'articulent ces différents éléments de connaissance pour définir au final justement des débits d'objectifs et tiers. Alors, ici, on a une articulation vraiment particulière entre le volet milieu et hydrologie. Et le volet hydrologie étant aussi très intimement lié au volet usage. Le climat étant un peu chapeau pour l'ensemble des trois volets. Donc, je vais rappeler comment on interprète les résultats de débit écologique qu'on a obtenus à des stations. Alors, imaginons que vous avez réussi à franchir toutes ces étapes vaillamment. Vous avez maintenant des valeurs de gamme de sensibilité de débit écologique au point rouge, là. Vous avez fait votre diagnostic de contexte et vous avez, ce que je recommande vivement, demander au bureau d'études du volet hydrologie de fournir à chaque station d'évaluation des débits écologiques une reconstitution de l'hydrologie à ces stations. Alors, au pas de temps journalier, si possible, ça donne des indications précieuses certaines fois, c'est rarement le cas. Avec des estimations au moins mensuelles des débits quinquennaux secs de chaque mois et évidemment du QMNA5, une valeur de référence, donc le débit d'étiage de mois le plus bas quinquennal sec qu'on retrouve statistiquement une année sur 5. Alors, le QMNA5 naturel est influencé à la station. Et ces débits naturels étant reconstitués en ayant soustrait les usages en amont du point de station de débit d'estimation des débits écologiques. Donc, on travaille vraiment localement sur ces petites zones. Pourquoi on a besoin d'avoir des données d'usage très précises pour pouvoir faire varier, vous verrez ici, les scénarios de prélèvement en amont des stations de débit écologique. Sur l'ensemble de ces stations, en croisant les débits écologiques estimés et l'hydrologie à la station, on va pouvoir évaluer la sensibilité des milieux aux baisses de débit et on va pouvoir mettre en œuvre des tests de scénarios de prélèvement. Alors, voici un exemple de représentation très, très théorique. Vous ne verrez jamais ça en vrai, mais vous aurez au minimum des débits, par exemple, mensuels sous forme d'histogramme sur la période d'étiage qui est choisie dans l'étude. Mais je vais quand même, ce débit ce petit schéma a quand même la vertu d'être assez illustratif. Donc, je vais le décrire. Ici, vous êtes à la station d'estimation de débit biologique. Vous avez reconstitué l'hydrologie non influencée. Donc, vous avez pris l'hydrologie que vous avez calculée au point de la station. Puis, vous avez ajouté les usages en amont de la station et vous en avez déduit un débit non influencé. Le débit influencé, lui, on le trouve en bas, c'est le débit mesuré, extrapolé à la station de débit biologique. Et le volume prélevable, lui, théorique, en tout cas à cet endroit-là, pour ce sous-bassin-là en amont du point d'estimation de débit bio, il correspond à la fraction qui est disponible entre le débit quinquennal sec non influencé et le débit biologique. C'est-à-dire qu'on va
regardez, les débits les plus bas, donc 4 années qui sont non dépassés 4 années sur 5. Donc là, il peut y avoir des années où la courbe bleue foncée là, elle peut être supérieure, mais on va se baser sur une année sèche pour savoir quel volume est garanti en fait à ces années sèches-là. Même si on est en année sèche voilà, de fréquence quinquennale, on a quand même ce volume-là qui est garanti tout en satisfaisant les besoins des milieux, puisqu'on a déterminé au préalable une gamme de débits biologiques ici en orange. Dans le cas présent, actuellement, si on garde les usages actuels en amont de la station de débit biologique, on descend sous le débit biologique une partie du temps. On est d'accord, la courbe est en dessous. Donc, on est en déficit quantitatif. Ce graphe montre qu'on est en déficit quantitatif une partie du temps durant l'été. Il y a donc besoin de nécessité de réduire les volumes qui sont prélevés ici en excédent. Et on va faire, à partir de ce constat, des tests de scénario de réduction. Alors, ça, c'est un cas de figure où on a un déficit quantitatif. À une station de débit bio, on peut avoir un cas de figure complètement différent, c'est-à-dire que aussi bien le débit naturalisé sans les prélèvements fictifs et le débit avec prélèvement sont tous les deux au-dessus du débit biologique. Donc, les prélèvements n'impactent pas notablement le bon fonctionnement des milieux à cet endroit-là. Autre considération, ici, on est dans le cadre qu'on a présenté précédemment. Il y a une petite zone là où on prélève en excès actuellement et il faudra réduire. Encore d'autres situations où là, on a des étiages beaucoup plus sévères, c'est-à-dire que naturellement, même si on regarde la courbe bleu foncé, le débit reconstitué, naturel, entre guillemets, passe en dessous du débit biologique. Donc, naturellement, on est en face d'une situation où l'étiage est sévère et où les milieux souffrent à l'étiage. Donc, potentiellement, ils sont obligés de migrer vers d'autres zones ou alors on peut observer des réductions d'abondance ou des choses comme ça. Donc, des étiages sévères. Et puis là, très sévères, jusqu'à la sec, en conditions donc influencées. Donc, les prélèvements provoquent un ASEC, sachant que donc, en situation naturelle, on a quand même une influence qui est atténuée puisque on n'arriverait pas jusqu'à l'ASEC même si on touche à des débits critiques. Donc là, vous avez différents cas de figure à la station pour caractériser un peu, pour comparer votre hydrologie avec les débits écologiques. Là, ça récapitule ce que je viens de dire, c'est un peu la typologie de cas. Soit le débit écologique est en dessous des QMNA5 influencés QMNA5 naturels, soit il est entre les deux, soit il est largement supérieur, et auquel cas, les étiages sont naturellement sévères. Il convient de ne surtout pas aggraver cet étiage-là. Donc là, on parle plutôt de supprimer même les prélèvements, alors avec les difficultés réglementaires que ça occasionne et les difficultés de communication aussi. Alors, là, on a présenté une courbe qui est lisse. Donc, on aurait pu représenter tout simplement une valeur de QMNA5 ici de plancher, mais là, on a choisi de représenter une courbe qui correspond quand même au débit quinquennal sec. Vous auriez pu avoir une courbe qui correspond, par exemple, à des situations encore plus exigeantes, c'est-à-dire des débits journaliers. Ici, par exemple, c'est un schéma, une étude en Adour-Garonne, ce sont les VCN 10 qui sont regardés. Donc, c'est les 10 jours les plus secs. Donc, ils surviennent, par définition, plus fréquemment que le mois le plus sec. Et ces 10 jours les plus secs sont comparés à différents endroits du cours d'eau. Donc ici, on a l'hydrologie reconstituée en certains points. Alors le VCN, ici, influencé, naturel. Et puis le VCN
avec prélèvement. Donc, vous voyez que sur la tête de bassin versant, là, dans ce cas précis, l'influence des prélèvements est très importante. On a une grosse modification des débits VCN10, donc des 10 jours, des survenus des 10 jours les plus secs, alors qu'en haut, on a des débits beaucoup plus importants en l'absence de prélèvement sur ces 10 jours les plus secs. Or, les prélèvements sont moindres hein, par rapport à ceux qui peuvent survenir en aval, mais sauf que le débit du cours d'eau en lui-même est également beaucoup moins important. Donc, on a une pression de prélèvement finalement relative qui est beaucoup plus importante à l'amont qu'à l'aval. Ici, ça aurait pu être des QMNA. Là, c'est des VCN parce que c'est en Adour-Garonne et que dans le stage Adour-Garonne, il y a cette notion de VCN10. Mais voilà, ça explique. Moi, j'aime bien ce schéma parce que je le trouve assez parlant. On reprend le profil en long du cours d'eau. On a une expression des prélèvements entre chaque point. On a la situation des stations de débit écologique et puis on a le régime enfin, on a les valeurs statistiques hydrologie en non influencées et en influencées. Donc, on peut vraiment comparer les choses. Une fois qu'on a défini ces débits écologiques, qu'on a comparé avec l'hydrologie influencée et désinfluencée, on n'est toujours pas arrivé au DOE, le débit d'objectif étiage. Là, je suis toujours sur la période d'étiage, hein, mon propos est centré là-dessus. Si on se souvient de la définition du DOE, c'est le débit permettant de satisfaire l'ensemble des usages au moins 8 années sur 10 et d'atteindre le bon état des eaux. Ce DOE-là, il est bien à l'aval de l'unité de gestion. Donc la question, c'est comment on passe du débit écologique où on aura testé, etc., la gamme de sensibilité, au DOE à l'aval. Et pour ça, j'ai détaillé un peu les étapes autour d'un schéma un peu plus simple, une unité de gestion, on va dire, très, très simplifiée, et qui illustre un peu ces échelles spatiales qui sont emboîtées depuis le sage à l'unité de gestion jusqu'à la station et jusqu'au DOE. Alors, ça, ce schéma-là, c'est une unité de gestion. On est toujours sur le même, mais plus simple que celle schématisée précédemment. L'objectif, c'est bien d'avoir un DOE qui nous permet de définir des volumes prélevables. Et à l'intérieur de cette unité de gestion, on a des prélèvements dont la somme n'excède pas les volumes prélevables. Ça, c'est l'objectif de l'étude HE sur cette unité de gestion-là. En première étape, on va avoir, là c'est très simplifié, j'ai imaginé qu'il y avait une station hydro ici, une station estimable par exemple, à cet endroit-là. Et puis, un sous-bassin qu'on a choisi parce qu'il y a pas mal de pression dessus et parce qu'il y a des enjeux biologiques. Et on va donc choisir une autre station estimable en haut. Et puis ici, on va estimer le débit. À partir de la station hydro, on va en déduire un débit amont. On va aussi pouvoir utiliser d'autres données, hein, type les chroniques Kirstea dont on a parlé dans le module hydrologie. On va pouvoir utiliser d'autres hypothèses et puis s'assurer qu'on a bien des débits spécifiques corrects lorsqu'on fera les mesures, notamment pour estimable, on mesure à 2 débits. Donc, moi, je conseille quand même de faire le même jour la mesure de débit ici pour faire passer à la station-là, la mesure de débit ici lorsqu'on passe à cette station et de comparer ces deux mesures pour vérifier qu'on est bien dans des ordres de grandeur corrects et qu'on a un fonctionnement hydrologique à peu près comparable entre les deux. Donc, on mène notre protocole microhabitat, on définit des valeurs de débit écologique, une gamme de sensibilité. On a une plage de débit de bon fonctionnement des milieux. Elle va dépendre de la qualité morphologique du cours d'eau, de la présence d'habitat, etc. Et elle va être mise en relation avec l'hydrologie naturelle reconstituée, comme je l'ai montré là, tous les cas de figure qu'on a vu là-haut. On va, avec ça,
qu'est-ce que ça va nous donner comme information? On va savoir si les milieux souffrent ou pas, ou sont plutôt confortables en situation plutôt naturelle de débit. Ici, on va rajouter les prélèvements actuels. On va dire des prélèvements relativement importants pour une tête de bassin. On va évaluer l'impact de ces prélèvements sur le milieu. Combien on a de pertes de capacité d'accueil là, à cet endroit quand on a cette intensité de prélèvement-là. Là, on va avoir une idée de l'état de souffrance des milieux en situation influencée actuelle. Et à partir de cette base, on va tester des scénarios de réduction. Donc, si je prélève moins, qu'est-ce que ça aura comme influence sur mes capacités d'accueil de milieu ici? Quelle gamme, enfin, quel serait le débit acceptable donc à cet endroit pour satisfaire à la fois les usages, enfin certains usages, et puis les débits écologiques. Alors, on va regarder les pertes d'habitat, mais on va prendre aussi en compte le caractère prioritaire de certains usages par rapport à d'autres. Bon, donc là, c'est de l'AEP, puis là, de l'irrigation. Bon, la question se pose. Ensuite, on va prendre en compte les pressions qu'on a identifiées dans le diagnostic de contexte. Si, par exemple, il y a une pression pollution importante, dans la gamme de sensibilité, on va prendre plutôt la zone haute des valeurs, justement, comme on l'a déjà expliqué, pour choisir, pour tester nos scénarios de prélèvement. Ça, on le fait aux 2 stations et on en déduit, en fait, un taux de prélèvement acceptable. Et on va choisir ici un débit qu'on va appeler environnemental, qui est un débit d'étape, en fait, qui va nous servir à calculer le débit qu'on souhaite voir à l'exutoire, cette zone stratégique, c'est une sorte de point nodal intermédiaire. Donc, on l'a appelé débit environnemental ou de gestion. Et avec tous ces points de gestion, s'il y en a plusieurs sur le même bassin versant, on va en déduire, on va calculer ici un DOE qui va intégrer à la fois les besoins de la station qui est juste en dessus et puis ces besoins-là. Attention, le DOE il va aussi intégrer les débits aval, les besoins en aval, et il va aussi intégrer le changement climatique. Alors ça, c'est le DOE qui sert de base au calcul des volumes prélevables. Ce ne sera pas forcément le débit environnemental. Là, on va perdre ce niveau de détail, en fait, quand on va passer au DOE. C'est lui qui va servir au calcul des volumes prélevables sur l'ensemble de l'UG, de l'unité de gestion. Mais par contre, on aura quand même testé des scénarios à l'échelle du sous-bassin pour définir un débit intermédiaire de gestion. Voilà pourquoi à chaque sous-BV, on va définir un débit de gestion grâce à nos tests de scénario de prélèvement et un DOE. D'où l'importance de choisir des sous-bassins jaunes, là, qui sont quand même influencés par les prélèvements, puisque l'objectif, c'est de tester des scénarios. Donc là, c'est tout l'intérêt de ces méthodes-là. Je vais passer à la fin un peu du propos. C'est le calcul des volumes prélevables, parce qu'une fois qu'on a le DOE, on n'a toujours pas calculé nos volumes prélevables. Donc, comment on passe du DOE au volume prélevable? C'est un peu la dernière étape. Certaines fois, ce DOE est fixé sur l'ensemble de la période d'étiage. Donc ici, là, c'est une période d'étiage un peu réduite qui a été choisie dans ce cas précis entre juin et septembre. Ce DOE théorique correspond au QMNA5 naturel. Donc, pourquoi DOE QMNA5 8 années sur 10, 4 années sur 5, on est à peu près dans les mêmes valeurs. Hein. Donc, c'est tout à fait normal qu'on trouve des DOE théoriques proches des QMNA5 naturels. Et ici, dans ce cas présent, aucun volume n'est prélevable puisqu'on est toujours en situation de déficit. On est toujours en dessous du débit biologique.
Ici, là, par contre, si on envisage des débits quinquennosecs mois par mois, on va voir que certains volumes peuvent être prélevables à certains mois au cœur de l'étiage. Ça peut être une solution aussi de moduler les DOE au cours des mois de l'année. Alors là, c'est sur l'étiage, mais à la question de Sylvie, on pourrait imaginer que ça pourrait être repoussé aussi sur des débits de printemps. Alors là, il faudrait vraiment des débits quinquennaux de printemps aussi, comme référence, entre guillemets, et d'envisager là des scénarios où les débits prélevables ne sont pas nuls. Les volumes prélevables ne sont pas nuls. Par ailleurs, ça permet aussi de garantir certaines fois qu'on va respecter mois par mois les DOE, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une période d'étrage très longue avec un DOE toujours égal à la même valeur. Je ne sais pas si c'est très très clair. Je sens que je vais vous perdre. Donc ça, c'est les scénarios en fait de modulation de DOE sont à envisager dans les cas où on a des besoins particuliers mois après mois et qu'on veut aussi trouver des solutions, des portes de sortie pour garder des volumes prélevables tout en préservant les milieux. Je finirai sur les hautes eaux. Les hautes eaux, on a vu des approches tout à l'heure avec le décolmatage, on a vu qu'on peut utiliser avec les débits classés, avec des choses comme ça. Mais moi, je reviens quand même là aux conditions du SDAGE Loire-Bretagne, qui est un des seuls SDAGE avec des dispositions, des recommandations en tout cas pour la période hivernale. Donc, ce sont des valeurs de précaution aussi, hein, qui propose de garder en hiver un débit plancher égal au module. Alors, je dis qui propose parce qu'en fait, ces dispositions-là, 7D5, 7D7, sont obligatoires en zone de répartition des eaux, mais elles ne sont pas obligatoires en Bretagne notamment, puisque nous n'avons que des 7B2 ou des 7B3 en termes de type de zonage et donc d'objectifs de prélèvement. Ici, là, donc ce sont des recommandations et qu'il est fortement recommandé de suivre, notamment dans les zones un peu plus tendues, avec plafonnement des prélèvements à l'étiage, ce qui sont les 7B3. Donc, le SDAGE impose un débit plancher au module. Il impose une fraction prélevable maximale de 20% du module et il autorise, en fait, en dehors de ces conditions, à l'intérieur de ces conditions, à prélever la portion violette là qu'on voit au milieu, en fixant donc ces conditions maximales et ces conditions minimales. Ce sont plutôt des conditions de prélèvement hivernal que des volumes hivernaux qu'on conseille de mettre en œuvre sur la période hivernale. L'avantage de fixer un débit, une fraction prélevable, c'est qu'on va garder tous ces pics de crues morphogènes, même certaines petites crues qui vont contribuer à la dynamique morphologique du cours d'eau. Donc, c'est vraiment l'idée de garder un débit minimum et à la fois de garder des crues morphogènes sur l'ensemble du cycle hydrologique. Après, ce sont des valeurs fixes qui ne correspondent pas à une expertise locale, mais voilà. Alors, ces règles sont adaptables dans ces dispositions, les choses adaptables. Et une chose importante aussi, c'est que ça ne concerne pas les 20% là, de prélevables ne concernent pas uniquement les prélèvements en cours d'eau, mais intègrent aussi tous les prélèvements issus de retenues collinaires, d'interception des ruissellements. Donc, ces volumes interceptés par les retenues collinaires sont inclus dans la fraction prélevable de 20%. Je vais conclure. Alors déjà, merci pour votre écoute, parce que ce n'est pas forcément évident. Mais ce qu'il faut peut-être retenir dans tout ce qu'on a dit, c'est que les débits écologiques, c'est un outil pour nous éclairer et orienter nos décisions
sachant que derrière, il y a des outils de gestion qui sont mis en place. Et ces outils de gestion, ils sont cadrés en grande partie par le SDAGE. Le SDAGE, lui, il est basé sur c'est là le chiffre clé, c'est 8 années sur 10. Et c'est pour ça qu'on utilise des références hydrologiques liées au débit quinquennaux sec. Donc, c'est 4 années sur 5. C'est de là que découle tout le calcul des volumes prélevables. Donc, c'est vraiment le SDAGE qui nous oriente, enfin, qui nous cadre pour la définition des volumes prélevables. Par contre, les débits écologiques qui sont déterminés avant cette étape vont nous éclairer et nous orienter dans les décisions de gestion pour les débits planchers à adopter. Et puis, j'ajouterais que pour certains, donc le volet milieu est un peu encombrant hein, dans les études HMUC, c'est plus compliqué. L'écologie, c'est de la dentelle. Mais j'insiste quand même sur le fait que partager les éléments, les enjeux liés à ces milieux-là, c'est aussi l'occasion de mieux les faire connaître, de mieux les prendre en considération et puis de contribuer en fait à limiter les impacts qui subissent déjà de plein fouet avec le changement climatique. Et donc, sachant que les prélèvements menacent de s'accentuer aussi du fait de ce changement climatique, il convient vraiment de regarder à la loupe ce qui peut se passer sur des secteurs et notamment des secteurs sensibles.